Pour survivre, Boy devra faire preuve d'une incroyable habileté. Dans ce monde, la stabilité est maintenue en rendant les plus forts encore plus forts. Et les plus forts peuvent aussi manger plus, augmentant ainsi leur énergie spirituelle. Mais un soldat découvre un pouvoir mystérieux dans ce monde. En pleine bataille, le chef d'un camp est informé que le flanc gauche se bat bien et parvient à défendre la plantation, mais que le flanc droit est repoussé. Au milieu de cette zone de guerre, les humains résistent à l'invasion de primates géants qui font des ravages dans les lignes de défense. Parmi les protecteurs, Kai est seul face à un semi-humain et appelle son camarade Manso à l'aide. Cependant, Kai est renversé et rendu vulnérable alors que de nouveaux ennemis encerclent le jeune combattant, tandis que Manso est projeté par un coup. Kai est sur le point d'être frappé lorsqu'un homme frappe le primate par derrière et sauve le garçon. Ce guerrier se présente alors comme Allah, le fils aîné de Malak Vezin, et les humains alentour célèbrent l'arrivée de leur seigneur. Fatigué de l'invasion de Cé et singes, Allah ordonne aux ennemis de contempler la puissance du dieu de la terre qui réside en lui. Instantanément, l'écusson divin s'active sur le visage du noble, preuve devant tous qu'il porte la bénédiction du dieu. Bientôt, les singes attaquent à nouveau, mais Allah coupe facilement le bras du premier et la tête du second. Dans leur langue, l'un des primates dit aux autres de reculer, tandis qu'il s'avance pour défier seul le guerrier béni. Ce singe est différent des autres car il porte également une crête divine qui rayonne sur son visage, ce qui devrait théoriquement équilibrer le combat. Sûr de lui, le semi-humain charge avec toute sa fureur, mais la vitesse d'Allah est inégalée. Grâce à son agilité, l'homme esquive un coup puissant tout en infligeant une coupure extrêmement profonde à son adversaire, mettant fin au combat plus tôt qu'on ne l'aurait imaginé. Ainsi, les habitants du village de Lag hissent leur drapeau et célèbrent la victoire, tandis que les singes restants s'enfuient suite à la mort de leur chef. Observant l'horrible chaos laissé sur le champ de bataille, Manso fait remarquer à Kai qu'ils ont survécu un jour de plus. Au milieu de tout cela, Allah extrait la pierre divine du chef ennemi pour s'en nourrir. Puis il ordonne à ses alliés de faire de même avec les pierres d'autres primates morts. En consommant la substance, le Seigneur est gratifié d'une aura rougeâtre autour de son corps. Manso casse une pierre divine et la partage avec ses camarades. Avant de la partager, il remercie la terre-mère et l'esprit du brave dieu de la terre qui leur a été transmis par leurs ancêtres. Au fur et à mesure que les soldats ingèrent la substance, ils sentent leur énergie spirituelle augmenter. Comme la consommation de la moelle d'une pierre divine augmente l'énergie spirituelle et rend plus fort, Kai veut en prendre davantage. Mais Manso l'avertit qu'il n'en sera rien, car ils ne sont que de simples soldats. Dans ce contexte, un guerrier informe le seigneur que les autres pierres seront livrées au château. Un combattant plus âgé, Maître Basco, explique à Manso et à Kai que la plupart de ces objets devraient aller aux porteurs de bénédiction, comme le seigneur Allah. Après tout, la stabilité est maintenue en rendant les plus forts encore plus forts. C'est ainsi que fonctionne ce monde. Conscient de cela, Kai déplore que les simples soldats comme eux doivent devenir plus forts sans l'aide de ressources aussi utiles. Plus tard, lors d'une fête réunissant les habitants du village, le chef déclare que les terres humaines situées dans des régions reculées comme la leur ont été attaquées par des semi-humains pendant longtemps, mais que Lag a été défendu grâce à l'effort de ses courageux guerriers. Lui, Moloch Vezin, est fier de chacun d'entre eux. Lassé de ces discours, Manso veut juste manger rapidement, et heureusement pour lui, Moloch conclut le discours par une brève prière de remerciement à la terre-mère. Enthousiaste, Manso s'attaque à la nourriture, mais il se heurte à une partie du repas qui est extrêmement dure à mordre. Autour de lui, un autre soldat attablé aimerait bien manger autant que ses camarades, puis un compagnon lui fait remarquer qu'il n'a qu'à travailler plus fort. Au passage, Kai fait remarquer que Manso a de la chance d'avoir plus de nourriture que lui, et l'ami lui répond qu'il n'est pas chef d'escouade pour rien. Sur ce, Kai promet de s'entraîner jusqu'à ce qu'il tombe raide et devienne plus fort pour un régime plus digne. Tenant sa promesse, le jeune guerrier s'entraîne avec sa lance au milieu de la nuit, mais finit par tomber sur le dos après avoir raté un pas.
Décidément, la maigre nourriture qu'il reçoit ne suffit pas, car comme le disent nos grands-mères, un sac vide ne tient pas debout. Furieux, le garçon réclame une boule de riz. Manso arrive à ce moment précis et demande ce qu'est une boule de riz. L'ami explique que cela lui est venu à l'esprit et que, même s'il ne sait pas ce que c'est, il est sûr que cela doit avoir bon goût. Manso répond que le gamin pète parfois les plombs, ce avec quoi il est tout à fait d'accord, même s'il n'a aucune idée de la raison. Enfin, Kai demande à son ami de regarder les tombes du village destinées aux personnes ayant une famille, puis de les comparer aux tombes des personnes comme lui, qui n'ont ni parents ni frères et sœurs. Ce ne sont que des brindilles et des pierres couvertes de vignes, car ces personnes n'ont personne pour pleurer leur mort. Le garçon pense donc qu'il est condamné à l'oubli. Pour être honnête, il a l'impression de n'avoir jamais vécu dans ce village depuis le début, ce qui crée un besoin de ne pas accepter cette réalité. Et c'est pourquoi le guerrier deviendra aussi fort que possible pour survivre. Pour cela, il doit manger le peu de nourriture disponible et s'entraîner plus dur que les autres. Mais cela ne suffit pas. Pour survivre, Kai a besoin de quelque chose qui l'aide à gagner des batailles, comme une compétence qui pourrait élever son statut à un autre niveau. En écoutant chaque mot, Manso renforce sa théorie selon laquelle cet enfant vit dans un monde imaginaire. Pendant ce temps, Olja est en pleine discussion avec sa sœur José. Selon la guerrière bénie, leur père n'attend pas de la jeune fille qu'elle fasse ce qu'il fait, considérant que les femmes de la maison du baron n'ont pas besoin d'apprendre à se battre. En disant cela, Olja prend le bâton des mains de sa sœur et s'en va, et José regrette qu'elle aurait pu aider le village si elle avait été un homme. De retour au camp, il s'entraîne avec un chef d'escouade qui lui fait clairement comprendre qu'il ne gagnera aucune bataille s'il continue à reculer. À un moment donné, Kai est frappé et retombe sur le dos, mais au lieu d'entrer en collision avec le sol, son corps s'enfonce simplement dans une mer fantastique couverte de braise. Soudain, une réaction électrique charge son corps flottant jusqu'à une ville moderne dans un autre monde, tandis que sa main génère une couche d'énergie étrange. Kai se réveille à ce moment précis et commence à croire qu'il a été victime d'une quelconque magie. Manso pense qu'il a encore fait perdre une vis à ce pauvre enfant et s'excuse, mais Kai se relève avec une confiance étrange et un sourire aux lèvres. Seul avec ses pensées, il se dit qu'il a de nouveau été confronté à des souvenirs de choses qu'il n'a jamais vécues dans sa vie. Parfois, il voit des souvenirs inconnus dont il n'a jamais entendu parler, et d'après ce qu'il sait, certaines personnes sont comme ça, mais il est hors de question qu'il dise à quelqu'un qu'il vit aussi cela, pas même à Manso. En fait, ce sont ces souvenirs qui ont fait découvrir à Kai les boules de riz, mais ces visions ne changent rien à sa vie, même s'il s'agit de magie ou de quelque chose de ce genre. En effet, Kai n'a jamais vu de magie dans sa vie, car c'est quelque chose qui n'existe que dans les contes de fées. Mais pour une raison quelconque, ces et choses continuent d'apparaître dans ses visions bizarres. Si par hasard, il pouvait utiliser des sorts lors d'une bataille, ce ne serait pas plus mal. Plus tard dans la nuit, Moloch Vézine reçoit un message par l'intermédiaire d'un des aigles dressés du village. En entrant dans sa maison, il discute avec Ola d'une horde d'orques apparue dans la forêt à l'ouest, indiquant que la bataille se déroulera près de Villabania. La cérémonie d'alliance doit avoir lieu dans quelques jours. Villalag doit donc se dépêcher. Hier, c'étaient les singes, et maintenant les orques sont prêts à causer à nouveau des maux de tête. Moloch déplore que les soldats n'aient pas le temps de se reposer, mais son fils lui rappelle que c'est le devoir d'un soldat de marcher et de verser du sang pour défendre sa terre sans se poser de questions. Le chef affirme néanmoins que tous les villageois sont les enfants de Moloch. Incapable de dormir, Kai commente l'absurdité de produire des flammes avec sa main. Dans le lit à côté de lui, Manso veut comprendre quel voyage il est en train de faire, et Kai explique qu'il pensait à quelque chose comme un rêve éveillé. Manso dit que ce n'est peut-être pas un rêve, car il y a eu une fois un moine voyageur qui, sans signe de feu dans un endroit complètement sombre, a levé son doigt et a invoqué des flammes, l'utilisant comme s'il s'agissait d'une lumière. Impressionné, Kai demande si c'est bien vrai, et son ami lui répond que ce n'est qu'une histoire qu'il a entendue un jour. Le lendemain,
Le jeune rêveur quitte le dortoir tôt le matin et réfléchit à ce qu'il a entendu avant de s'endormir. Peut-être que, pour une raison ou une autre, il pourrait aussi tirer du feu de ses doigts si cette chose magique utilise un pouvoir magique. Si c'est le Xia, d'après ce que l'on sait, cette activité est obtenue en rassemblant la puissance mystérieuse qui existe dans le monde, et le monde dans lequel vit Kai est également constitué d'une puissance mystérieuse. L'énergie spirituelle est présente dans chaque personne et augmente lorsqu'elle mange des pierres divines. Si une bonne quantité de cette énergie est rassemblée, le garçon pourra peut-être être surpris par quelque chose de spécial. Pour vérifier sa théorie, Kai se rend d'abord dans la plantation située à l'arrière du dortoir et tente d'invoquer du feu avec son doigt par une commande vocale, mais rien ne se passe. Ensuite, il tient son poignet avec l'autre main et concentre tout son esprit sur le doigt. Mais il semble que le simple désir ne suffise pas. La question est de savoir comment il peut rassembler l'énergie spirituelle. Considérant que cette énergie se trouve probablement à l'intérieur de sa poitrine, Kai concentre son esprit pour sentir cette zone de son corps et ressent une sorte de chaleur à l'endroit où sa pierre divine est censée se trouver. Se laissant emporter par cette chaleur, il pointe à nouveau son doigt vers l'avant pour tenter de tirer du feu, mais avec la force qu'il déployait, il était plus facile de lâcher sa crosse. Au milieu de tout cela, une légion d'orques marche vers l'ouest, laissant sur son passage une traînée de cadavres humains jusqu'à atteindre les environs de Villalag. Sans tarder, Maître Basco apprend par un message du baron de Villabania que l'espèce ennemie observe leurs mouvements depuis la forêt. Dans une action commune, les soldats des deux villages s'unissent pour enquêter dans les bois, et lorsque des orques sont aperçus à l'affût, un groupe d'éclaireurs humains avance sur eux, dont Kai et Manso font partie du bataillon. Manso transperce la poitrine de la première cible et l'assomme. Kai tente de garder l'équilibre au milieu de ce duel, mais finit par être touché par un camarade de Banya qui a été jeté sur lui. L'orque responsable s'approche lentement de sa prochaine victime, qui est coincée sous le soldat mort et ne peut se libérer. Mais juste au moment où il allait être tué, Kai est sauvé par de nombreuses flèches qui touchent le monstre. Furieux, Manso ordonne à Kai d'arrêter de faire des bêtises, tandis que le jeune combattant ressent une vive douleur à la jambe. Pendant ce temps, le seigneur Allah tire à travers les arbres de la forêt et enfonce la tête d'un orque dans le sol sans même avoir besoin de son arme. Au même moment, les autres cochons géants qui ont vu ce qui est arrivé à leurs copains s'enfuient et Allah se lance à leur poursuite. Un soldat pense à poursuivre l'ennemi à son tour, mais un collègue l'avertit que cela ne sert à rien car ils sont invisibles aux yeux du Seigneur. Manso est contraint de porter son partenaire blessé, qui s'excuse d'être à l'origine de ce problème. Soudain, un soldat prévient que le Seigneur Allah a laissé cette zone aux soldats, ce qui déroute le chef d'escouade puisqu'ils ont encore des orques dans le combat. Kai demande à son ami de le laisser là, mais bien sûr, Manso refuse et ramène le jeune homme à la base. Maître Basco ordonne au reste des escadrons de se disperser et de courir, afin que les orques ne puissent pas poursuivre tout le monde. Pour le malheur du jeune blessé, un orque les poursuit, lui et son compagnon, mais très lentement, juste pour s'amuser. Sachant que les deux mourront sur place si les choses restent en l'état, Kai demande à Manso de partir sans lui. Après tout, Manso ferait la même chose si c'était l'inverse. Attristé par la dure réalité, l'allié promet d'arracher les lianes de la tombe du garçon, puis s'enfuit. Enfin, lorsque Manso s'enfuit, Kai retourne dans l'œil de la tempête, où ses camarades fuient et meurent aux mains de semi-humains rivaux. Pendant ce temps, le jeune homme refuse de mourir, se le rappelant aussi souvent que nécessaire tandis que les souvenirs de sa vie défilent devant ses yeux. Bientôt, il s'arrête lorsqu'il sent la présence de son poursuivant et lui demande de cesser de se cacher et de l'affronter. En dernier recours, l'homme tente de lancer de la magie à partir de son doigt, mais rien ne se passe. Soudain, une machette vole vers le garçon, lui tranchant l'épaule et faisant jaillir de légères étincelles de son index. L'orque qui a lancé la machette se jette sur le garçon et l'agrippe fermement au cou. Mais Kai continue de refuser de mourir, ne voulant pas que son énergie spirituelle s'éteigne dans cet endroit.
La poitrine du garçon se met alors à brûler si intensément qu'elle provoque des étincelles un peu plus fortes sur son doigt. Kai pointe son doigt vers l'ennemi et ordonne à la magie de feu d'apparaître. Et c'est exactement ce qui se passe. Une couche de flamme jaillit sur le visage du cochon géant avec une telle intensité qu'elle oblige la brute à relâcher l'humain. Finalement, l'orque tente de rejoindre le combat, mais succombe à ses blessures et tombe. En regardant ce qui s'est passé, encore stupéfait, Kai est fier de lui, bien qu'il ne puisse pas contrôler le feu qui recouvre encore sa main et brûle son corps. Pour ne rien arranger, il s'effondre sur le sol sans savoir pourquoi, et un frisson commence à s'emparer de son corps, comme si sa vie s'épuisait à force d'avoir utilisé trop d'énergie spirituelle. Cela fait penser à Kai qu'il pourrait mourir sur place. Mais puisqu'il a réussi à allumer le feu, il imagine qu'il pourrait aussi éteindre ce qui reste sur son doigt, peut-être avec de l'eau. De plus, cela lui rappelle que l'énergie spirituelle coule comme l'eau et qu'il faut fermer la porte imaginaire pour endiguer le flux. Comme si cela ne suffisait pas, l'orque parvient à se lever et se lance à la poursuite du garçon. Face à cette pression de vie ou de mort, Kai ferme les portes de son esprit et arrête le flux d'eau qui entretient la flamme sur son doigt. Cependant, encore faible, le garçon est emporté par le cochon sans pouvoir réagir. Bien qu'il puisse à peine voir à cause de ses blessures, l'orque emmène sa victime vers une falaise pour le tuer comme il le mérite, mais comme il allait mourir de toute façon, Kai prend un dernier souffle et entaille le ventre de son adversaire avec son couteau. Dans ce mouvement, tous deux tombent de la falaise et plongent dans l'eau qui les attend en contrebas. Le jeune homme émerge de l'eau vivant et aperçoit son ennemi apparemment mort à ses côtés. Kai s'approche et extrait le noyau pour le digérer, car il est à court d'énergie spirituelle et ne pourra pas repartir sans retrouver ses forces. Après avoir consommé le liquide, le jeune guerrier marche jusqu'à un arbre et se repose à ses racines, réalisant que c'était la première fois qu'il mangeait une pierre divine entière. Malgré cela, la blessure à son épaule est trop profonde et l'hémorragie ne s'arrête pas, poussant Kai à croire que c'est peut-être la fin pour lui. À l'approche de la mort, il observe le magnifique paysage autour de lui et se dit qu'il quittera ce monde heureux d'avoir eu le privilège de contempler une telle beauté dans son dernier souffle, bien qu'il n'ait jamais souhaité mourir si jeune. Quoi qu'il en soit, le garçon s'évanouit, complètement vidé de ses forces. La nuit tombée, les soldats se rassemblent après la bataille. L'un d'eux demande à Manso où est la recrue qui était avec lui, mais en voyant la réaction silencieuse du chef d'escouade, il préfère abandonner le sujet, sachant que de telles pertes sont malheureusement courantes. De nombreuses heures plus tard, alors que le soleil se lève à l'horizon, Kai est réveillé par son éclat radieux après avoir perdu connaissance toute la nuit. Il était certain d'être mort, mais pour une raison inconnue, sa blessure à l'épaule était guérie et ne lui faisait plus mal. Le guerrier soupçonne la pierre spirituelle de l'orgue d'en être la cause, mais il trouve étrange de guérir après seulement une nuit de sommeil. En regardant de plus près l'arbre contre lequel il s'était adossé pour dormir, il remarque que les lianes enroulées autour du tronc lui semblaient étrangement familières, sans qu'il sache pourquoi. Il aperçoit alors quelque chose gravé dans le bois. Il lance un sort de feu pour mieux voir à travers les plantes. À sa grande surprise, le sort est si puissant qu'il est projeté à une grande distance, et en regardant son reflet dans l'eau après sa chute, le garçon découvre son visage marqué par un emblème divin, la marque des bénis. Soudain, l'emblème disparaît, et Kai retourne à l'arbre pour tenter de déchiffrer ce qui était écrit, mais il n'avait jamais vu de telles lettres auparavant. Ne comprenant pas comment son visage avait porté un emblème divin, il court vers un tas de rochers effondrés pour s'enfuir, mais en grimpant, son emblème réapparaît, et la force qu'il en tire brise l'un des rochers qu'il utilisait pour escalader. De retour sur le sable, il ramasse un autre rocher pour s'assurer que c'était bien lui qui l'avait brisé de ses propres mains. Au milieu de tout cela, une voix dans son esprit prononce le mot « Va », poussant Kai à escalader la falaise en effectuant des sauts incroyablement hauts. Incrédule devant ce qu'il vient d'accomplir, il atteint la forêt et regarde en contrebas l'arbre mystérieux qui semble avoir éveillé quelque chose en lui. En s'enfonçant plus profondément dans la forêt, Kai pense que le pouvoir qu'il a acquis est encore plus incroyable qu'il ne l'imaginait. Mais il se demande si cela pourrait vraiment être une bénédiction divine.
Quoi qu'il en soit, s'il est réellement béni, il se réjouit à l'idée de pouvoir manger autant de pierres spirituelles qu'il le souhaite, mais un autre doute l'envahit. Peut-être n'est-il pas béni, malgré l'emblème divin sur son visage. Quoi qu'il en soit, il juge préférable de garder ce secret pour lui, du moins pour l'instant. Quelques heures plus tard, Manso accomplit son devoir avec une expression triste, mais il se détend et sourit bientôt en voyant Kai sortir de la forêt. Le lendemain, malgré sa disparition et la grave blessure qu'il avait subie, le jeune homme est de retour au travail comme si de rien n'était. Inquiet, certains collègues s'approchent de Kai et lui demandent jusqu'où il compte labourer les terres tout seul. En regardant autour de lui, le garçon réalise qu'il a presque complètement labouré le champ par lui-même, chose humainement impossible, du moins en théorie, du moins en regardant son reflet dans l'eau d'un seau. Il remarque que son emblème n'est pas apparu, malgré tous ses efforts. Pendant la pause, les gens pensent que quelque chose ne tourne pas rond chez ce garçon, alors il justifie sa force en expliquant qu'il a mangé des pierres divines jusqu'à satiété. Lors de la bataille au village de Banya, un groupe d'orgues avait été tué dans la forêt, et Kai affirme en avoir mangé 10 ou 20, car il était blessé et affamé. Manso croit son histoire et se souvient avoir entendu parler de quelqu'un qui avait énormément évolué après avoir consommé plusieurs de ces pierres. Ainsi, il se pourrait que ce gamin ait vraiment gravi les échelons du jour au lendemain. Pendant ce temps, une femme remarque qu'Elsa observe les hommes du regard et lui demande si quelque chose là-bas a attiré son intérêt. Non loin de là, Dame José demande au maître Basco comment avancent les préparatifs et il lui montre qu'il a choisi les meilleures offrandes pour la pierre tombale. Les terres reculées comme leur village sont rares, mais les habitants parviennent à bien récolter grâce aux exploits du seigneur du domaine et du dieu de la terre en lui. Après tout, les bénis sont les protecteurs de la terre et leur force rend les sols fertiles. S'assurant que personne ne le regarde, Kai retourne dans la cour du dortoir pour pratiquer sa magie. Cette fois, en concentrant son énergie dans son doigt avec une commande vocale, il parvient effectivement à produire des flammes, sans ressentir de perte d'énergie spirituelle. Ainsi, il est certain qu'il possède désormais un pouvoir incroyable, même s'il ne sait toujours pas s'il est réellement béni. Malheureusement, le garçon est surpris par Dame José, qui tente de comprendre pourquoi son doigt est en feu. Kai essaie de trouver une excuse pour s'en tirer, mais la fille du Seigneur insiste pour savoir ce qu'il est en train de faire. Ainsi, Kai finit par dire la vérité et révèle qu'il essayait de produire des flammes grâce à une capacité qu'il a acquise, sans savoir exactement comment. À cela, José affirme que le garçon pourrait avoir un talent de utilisateur de capacité, une personne capable d'utiliser des techniques mystérieuses qui semblent impossibles. C'est ainsi que l'on appelle les membres de familles spéciales de la région centrale, ainsi que certains moines. Honnêtement, Kai pensait que c'était de la magie, mais la jeune fille n'a aucune idée de ce que ce mot signifie. Passant à autre chose, elle remarque que Kai ne semble même pas fatigué et veut savoir s'il est bien le garçon des rumeurs, celui qui a dévoré une multitude de pierres divines pour devenir puissant. Lorsqu'il le confirme, elle observe que le garçon semble encore intact parce qu'il possède bien plus d'énergie spirituelle que la normale. Il pourrait donc être plus fort dans tous les domaines. Avec cette idée en tête, Dame José décrète que Kai s'entraînera avec elle. Sans attendre, ils commencent un combat d'entraînement dès le début. Sous la pression de son adversaire, Kai réalise la puissance qu'une bénédiction peut conférer à une personne. Son emblème vibrant, José lui demande si c'est tout ce qu'il est capable de faire après avoir dévoré autant de pierres divines, ce qui pousse Kai à promettre d'accélérer le rythme. Après l'exercice, il regarde son reflet dans l'eau une fois de plus, constatant que son emblème n'était pas apparu pendant l'entraînement, ce qui signifie qu'il ne s'était pas encore surpassé. Ensuite, il porta un seau d'eau pour que la fille du Seigneur puisse se nettoyer, et il avoua qu'il pensait que tous les bénis étaient également forts. José répondit qu'elle était encore faible et que son père ainsi que son frère étaient bien plus puissants. Selon elle, la force des bénis variait en fonction de la puissance de leur dieu terrestre, mais les bénis eux-mêmes devaient aussi s'entraîner et se développer, ce qui signifiait que la jeune fille avait encore besoin de beaucoup d'entraînement. Kai répondit qu'elle n'avait pas besoin de s'entraîner aussi dur, ce qui agaça José, car cela semblait sous-entendre que les femmes n'avaient pas besoin d'être fortes simplement parce qu'elles n'étaient pas destinées à aller à la guerre,
alors qu'en réalité, les femmes bénies étaient aussi des protectrices de la terre, et qu'il arrivait toujours un moment où elles devaient se battre. De plus, bien sûr, ceux qui possèdent la bénédiction deviennent puissants pour remporter des batailles. Mais ce n'est pas la seule raison. José était sur le point d'expliquer cette autre raison, mais fut interrompue par un bruit signalant qu'il était temps de faire quelque chose. Bientôt, elle rassembla ses affaires pour partir discrètement, car son père ignorait qu'elle s'entraînait de cette manière. Kai lui demanda de terminer son explication sur l'autre raison pour laquelle les bénis s'entraînent. Alors la jeune fille l'invita à l'accompagner pour le nettoyage mensuel d'une pierre tombale. Kai demanda de quoi il s'agissait, et José mentionna que son dieu terrestre était célébré dans le village d'Ida, mais qu'elle ne partagerait le reste qu'une fois arrivée là-bas. Quelque temps plus tard, un groupe de soldats dirigé par Manso escorta Lady José jusqu'à ce village. Le commandant avertit ses subordonnés de rester vigilants, car ce domaine appartenait au territoire des singes. Un soldat demanda à Kai si la rumeur était vraie, que leur escouade avait été choisie pour l'escorte parce que la fille du seigneur avait choisi sa compagnie. Manso intervint pour dire que Lady José ne connaissait même pas ce garçon, mais certains parmi les hommes croyaient à la rumeur, ce qui fit de Kai le centre de l'attention du groupe. Plus loin, en atteignant une ruine sur leur chemin, un soldat informa Manso et Kai que ce village avait autrefois appartenu à la famille Moloch, mais qu'ils avaient fui à cause des fréquentes attaques de demi-humains. Quoi qu'il en soit, il restait encore une pierre tombale là-bas, et leur mission était d'empêcher que les dieux terrestres continuaient à recevoir des soins appropriés en rendant un hommage digne aux morts. De plus, le sol de cette région était devenu complètement infertile, car la grâce du dieu de la terre avait diminué et n'atteignait plus ce territoire. Cela dit, à la surprise du guerrier aguerri, Lady José s'approcha et dit à Flynn qu'elle souhaitait la compagnie de Kai pour faire un tour dans le village. José mena Kai vers une zone où il y avait autrefois une plantation, mais qui n'était plus qu'un amas de fleurs mortes sur un champ retourné et desséché. À son tour, José pria pour que la grâce de son Dieu se rassemble en cet endroit, créant une aura rouge qui se répandit à travers les plantes. Elle expliqua que les bénis avaient le pouvoir de faire cela, mais que malheureusement, l'esprit du Dieu s'était considérablement affaibli après l'abandon du village d'Ida, et qu'il fallait aussi prendre en compte que José elle-même, la bénie de cette région, n'était pas forte, et que tout ce qu'elle pouvait faire était de s'occuper de ce petit jardin de fleurs. Par exemple, les plantations du village de Lag prospéraient, car son père était fort, s'entraînait constamment et consommait des pierres divines pour maintenir le pouvoir nécessaire à la santé de ce sol. Plus le béni de cette terre est fort, plus la terre devient fertile, et plus la terre devient fertile, plus le Dieu devient puissant. En résumé, comme l'avait dit José, les bénis ne s'entraînent pas seulement pour combattre, mais aussi pour honorer le pouvoir de leur Dieu. Non loin de là, un soldat revint d'un passage souterrain et confirma qu'il n'y avait rien d'inhabituel à l'intérieur. Flynn ordonna à l'escouade One de rester sur place pour protéger la zone, tandis que le reste descendrait avec Lady José. Un jour, dans les profondeurs du passage souterrain, Kai rencontra la pierre tombale du dieu de la terre et remarqua que la même inscription figurait aussi sur la pierre de la vallée, ce qui lui fit penser que celle-ci était également une tombe d'un dieu. Bientôt, le garçon découvrit qu'il pouvait lire ce qui était écrit s'il touchait la tombe. Il y était inscrit « Astérisque moi Eidolon, suis ton serviteur. Je sers le dieu de l'Agdolacta. » Ensuite, il se déplaça de l'autre côté de la pierre tombale pour essayer de lire, mais cette fois, il n'y parvint pas. Il comprenait ce que chaque mot signifiait, comme astérisque temple astérisque ou astérisque pacte astérisque, mais il ne formait aucune phrase cohérente. José lui demanda pourquoi ce fou parlait tout seul, et distrait, Kai finit par regarder l'encolure de la jeune fille, ce qui le rendit encore plus étrange qu'il ne l'était déjà. Autour de la ruine, 2 singes s'approchèrent de la zone et remarquèrent les mouvements des humains. À l'intérieur du passage souterrain, Kai confia qu'il ne savait pas que José s'entraînait pour devenir forte pour le village d'Eda, et elle partagea qu'elle avait l'intention, un jour, de reconstruire ce village. Après tout, elle avait reçu la protection d'Eidolon, le dieu de la terre du village d'Eda, ce qui la rendait responsable de cet endroit. Ainsi, la jeune femme promit de devenir suffisamment forte pour cultiver toutes sortes de plantes et faire fleurir les fleurs qu'elle aimait tant dans ce village, afin que beaucoup de personnes viennent y vivre.
En écoutant son discours, certains soldats autour d'eux s'enthousiasmèrent à l'idée d'accompagner la dame dans sa mission, tandis que Kai réfléchissait au fait qu'un béni avait une responsabilité envers la terre, les dieux et les gens. Lui, en revanche, n'avait ni terre, ni dieu, ni responsabilité. À ce moment-là, un guerrier alerta les présents qu'une menace rôdait à l'extérieur. Dehors, Flynn ordonna à Manso d'envoyer son escouade escorter Lady José et de s'échapper par l'avant, tandis que certains hommes jetaient du sable sur la tombe pour la dissimuler rapidement. Quant aux autres soldats, ils devaient attaquer l'ennemi par l'arrière. José s'approcha avec une lance et annonça qu'elle se joindrait au combat. Mais Flynn lui rappela son importance. Elle devait donc retourner saine et sauve au village de Lag. De plus, José n'avait aucune expérience du combat. En entendant cela, la jeune fille fut blessée par ces paroles, mais il n'y avait pas de temps à perdre, alors Manso l'accompagna vers un lieu sûr. 2 singes s'approchèrent de la ruine et l'un d'eux lança une pierre sur un soldat qui se protégeait derrière un mur brisé. L'escouade de Manso courait en tête avec la fille du seigneur, mais l'autre singe du duo les rattrapa et piétina même le jardin de fleurs que José tentait de cultiver. Extrêmement nerveuse à cette vue, la jeune fille se plaça devant les autres et pointa sa lance vers l'ennemi. Pour aggraver la situation, un autre singe géant apparut soudainement, mais José ne flancha pas et se présenta comme la fille de Moloch Vézine, affirmant que le pouvoir du dieu de la terre résidait dans son corps. De même, l'adversaire ne recula pas. Alors, voyant que le singe s'apprêtait à frapper la jeune femme avec sa hache, Kai la poussa en arrière et transperça la poitrine du singe avec sa lance. Ensuite, le garçon ramassa l'arme du simien au sol et courut vers le suivant, lui portant un coup de lance dans la poitrine. Cependant, le singe resta debout, repoussa la lance de l'humain, sauta et planta sa hache dans l'épaule de son adversaire, puis un poignard dans son dos. À partir de ce moment, Lady José aperçut l'emblème divin sur le visage du jeune soldat. José se fait alors gronder par Aura, qui lui dit que les femmes n'ont pas besoin d'apprendre à se battre. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité. Plus important encore, assurez-vous que la zone soit patrouillée. Le chef du village demande à José si elle témoigne vraiment en faveur d'une nouvelle recrue capable de vaincre un macaque à lui seul. Il est enthousiaste à l'idée de voir ce que Kai fera à l'avenir. Pendant ce temps, les autres villageois sont également très intéressés de savoir comment Kai a tué un macaque. Ils ont également entendu de la part d'Akiza et des autres qu'apparemment, il était assez amical avec Lady José. Avec autant de questions auxquelles Kai ne sait pas comment répondre, heureusement, Manso vient pour les disperser. Les femmes du village pensent que le fait que Kai ait mangé toutes ces pierres divines pourrait faire de lui l'élu promis. Une femme conseille à Elsa de le revendiquer rapidement. Sinon, une autre femme te devancera. Elsa explique que sa relation avec Kai n'est pas comme elle le pense. Lady José vient trouver Kai, attirant l'attention de tout le monde. Elle remercie Kai de l'avoir sauvé. Lady José, l'air sérieux, dit à Kai qu'elle n'a pas encore correctement répondu à son geste. Elle baisse légèrement la tête et dit sincèrement « Du fond du cœur, merci ». José évoque le fait qu'elle a vu une crête divine sur lui. Kai rit maladroitement et l'admet. José admet ensuite que lorsqu'elle a affronté l'ennemi, elle est restée paralysée par la peur. Elle a réalisé que la force seule ne suffit pas. Il faut aussi avoir le cœur et la compétence pour l'utiliser correctement. Déterminée, José déclare qu'à partir de demain, elle s'entraînera plus dur que jamais. « Je m'entraînerai tous les jours et j'espère que tu t'entraîneras avec moi. » Kai est surpris, mais il accepte. De loin, quelques villageois chuchotent. Pourquoi Lady José est-elle aussi bruyante avec Kai? Une autre personne râle. « Je suis jaloux. » Alors que Kai fendait du bois, Elsa lui apporta de l'eau, disant que tout le monde lui avait demandé de la lui amener. « Merci, j'avais vraiment soif, » dit Kai en prenant une gorgée. Une dame demanda à Elsa de l'aider à faire quelque chose. Manso apparaît et taquine Kai. On dirait que l'amour est dans l'air. Kai s'agite et explique que ce n'est pas ce qu'il croit. Soudain, Kai entend un étrange chant d'oiseau. Le son lui semble familier. Il l'a déjà entendu dans la vallée. Il aimerait pouvoir y retourner. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, Kai se faufile dehors. Il saute facilement par-dessus le haut mur et est surpris de lui-même car il court très vite. C'est comme s'il était devenu le vent. Il saute dans la vallée, tombant dans l'eau avec un air excité sur le visage. Kai voit l'oiseau et dit «
C'est vraiment toi. C'est toi qui as appelé tout à l'heure, n'est-ce pas? Il arrive à la pierre où sont gravés les anciens caractères. Il essaie de lire une ancienne stèle, mais n'y parvient pas. Il remercie la pierre de l'avoir sauvé et de lui avoir accordé sa protection. Il utilise une serviette pour essuyer la poussière sur la pierre. Puis il continue de se déplacer dans la vallée. Il fait complètement noir, mais il peut voir clairement. Il se demande si c'est le pouvoir de sa protection. Il explore la zone et la trouve riche en nourriture et en eau. Il souhaite pouvoir vivre ici et se prépare à construire une maison. D'abord, il devra abattre quelques arbres, mais couper un arbre avec un couteau est impossible, alors il essaiera avec la magie. Kai invoque du feu, mais il commence à brûler hors de contrôle. Ce n'est pas bon. Il réalise qu'il a créé du feu à partir de rien. Il doit y avoir un moyen. Il réfléchit. La magie transforme l'imagination en réalité. Je dois être plus précis. Briser du bois, c'est comme briser les liaisons moléculaires. Des mots comme molécule et liaison lui traversent l'esprit. Il se demande d'où cela vient-il. Quoi qu'il en soit, s'il pense de cette manière, ce n'est pas vraiment couper, mais désassembler. Il imagine une lame invisible se glissant entre les liaisons. Il sent quelque chose approcher. Il se cache rapidement derrière un arbre, restant bas et silencieux. Les orques dans la forêt sentent aussi quelque chose. Pendant ce temps, Kai voit un groupe d'enfants se préparant à descendre dans la vallée. Il craint qu'ils ne soient dangereux et veut les arrêter. Mais il découvre qu'ils ne sont pas des enfants, mais des nains. Le chef du peuple Kora, nommé Polek. Il s'excuse d'être entré dans une zone interdite sans permission. Il explique que nous sommes venus ici pour supplier l'ancien accord du grand dieu de la vallée, dieu qui ressemble aux humains. Depuis les temps anciens, les Kora ont vécu tranquillement dans les bois et ont vénéré les dieux de la terre. Mais il y a plusieurs jours, les cochons, soldats orques, nous ont attaqués pour tenter de s'emparer de notre dieu de la terre. Notre peuple faible n'a aucun moyen de lutter contre eux. Nous avons été chassés des terres où nous avons vécu pendant des années et sommes en fuite. Polek supplie Kai de sauver ses villageois et appelle Kai le dieu de l'arbitrage. Kai lui demande ce qu'est un dieu de l'arbitrage. Auric explique qu'un dieu de l'arbitrage est un être dont le grand pouvoir surpasse celui de toutes les créatures et protège toute la création. Kai dit qu'il n'est pas un dieu de l'arbitrage et qu'il se méprenne sur quelque chose. Auric raconte que dans sa jeunesse, il a subi la colère du dieu après être entré dans la vallée sans permission. Voilà ce qu'il a reçu pour cela. Bien qu'il ne puisse plus voir la lumière du soleil, il y a beaucoup de choses qu'il peut encore voir. Ce monde est rempli de lumière spirituelle. Por voit que Kai est rempli d'une noble lumière spirituelle bleue, et il est certain que Kai est le dieu de l'arbitrage qui a reçu la protection du dieu de la vallée. Kai est très surpris d'entendre cela. Auric ajoute en outre que nous avons déjà offert un sacrifice. Sa petite fille Eru a déjà offert sa vie à la vallée. Kai ne veut que personne ne soit sacrifié. Alors il saute pour sauver Eru. Eru avait été blessé à la tête. Il se demande si la magie peut l'aider. Il imagine ses blessures en train de guérir. Il va restaurer toutes les parties endommagées, toutes les cellules endommagées. Il ne sait pas ce que c'est. Mais s'il peut les revitaliser, elle sera sûrement guérie. Il la soigne et la laisse se reposer un moment. Au-dessus de la vallée, les orques attaquaient les nains. Le garçon blond dit à Polek de fuir. Kai retourna immédiatement pour les sauver. Parmi les orques se trouvait un porteur de gardien. Soudain, Kai entendit une voix lui disant de les tuer, de graver cela dans leur sang, de les emplir de peur. Il se demanda si c'était la voix du dieu de la vallée. Polek dit qu'il soutiendrait Kai, car il était aussi un porteur de gardien. Le noyau du village de Hakar jure notre dévotion au dieu de la vallée. Kai fonça et acheva facilement les deux orques. Polek soutient également Kai pour affronter le chef. Kai dit « Vous avez profané cette vallée. Je ne vous laisserai pas partir vivant. » L'orque ressent de la peur et implore le pardon. Mais Kai refuse. « Pour la paix de la vallée, je vais te tuer maintenant. C'est ma vallée. Il n'y a pas d'autre choix. L'orque doit se battre. Mais face au pouvoir du dieu de la vallée, il n'a absolument aucune chance. » Kai prend facilement sa pierre divine. Polek reconnaît les flammes bleues qui lui avaient brûlé les yeux autrefois. Elles restent inchangées, le grand dieu qui porte les balances de la vie.
le dieu de la justice qui veille sur le monde depuis l'âge des dieux. Il est en effet le dieu de l'arbitrage. Kai regarde autour de lui, légèrement confus, tandis que ses alliés commencent à rengainer leurs armes. C'est alors qu'il réalise. Il vient de tuer un béni pour la première fois. Les Coralliens se mettent à chanter dans leur propre langue et leur chef s'avance pour traduire. Ils se réjouissent, car Kai est sur le point de recevoir la bénédiction du grand sanglier. Ceux qui consomment la pierre divine d'un béni absorbent le pouvoir du dieu de la terre et héritent de sa bénédiction. Bien qu'aucun être ne puisse être protégé par plus d'un dieu à la fois, il est possible d'absorber le pouvoir de plusieurs dieux afin de devenir plus fort et protéger cette vallée. Avec humilité, Kai décide donc de partager la pierre divine avec Polek, qui peine à croire qu'on lui donne une telle chance. Kai lui dit qu'il a joué un rôle dans tout cela et qu'il mérite sa part. Polek le remercie, boit sans hésiter, et le liquide fait virer ses yeux à un noir surnaturel, une marque de sa puissance. Quant à Kai, il observe une énergie bleue s'élever de son dos, une énergie que Polek reconnaît comme étant celle du dieu de la terre. Lorsqu'un béni meurt, l'esprit de son dieu retourne à son tombeau. Et maintenant, Kai ressent une douleur vive et brûlante dans sa poitrine, là où repose sa propre pierre divine. Polek soupçonne un effet secondaire dû à la consommation d'une autre pierre bénie. Bien qu'il soit clairement en souffrance, Kai se redresse avec effort et ordonne à tous de rester loin de la vallée. Alors qu'il saute de la falaise, un souvenir le frappe. Une scène terrifiante de son enfance. Un immense incendie, des gens qui le serrent contre eux, une ville en ruine envahie par des fleurs sans vie et des cadavres. Puis, sorti de nulle part, un singe armé surgit sur son chemin, le menaçant. Kai se réveille en sursaut, de retour dans son lit, et il est encore plus choqué lorsqu'il réalise qu'Alu est allongé sous sa couverture. Naturellement, il panique. Il n'avait même pas de couverture avant. Elle lui explique calmement qu'elle l'a recouvert. Il ne pouvait pas se permettre d'attraper froid. Alu a été offerte aux dieux afin que Kai puisse entendre la supplique du peuple Akar. Désormais, c'est son rôle de rester aux côtés du dieu. Kai lui dit immédiatement de retourner auprès de son peuple, mais elle insiste. Elle ne peut pas. Son grand-père lui avait prédit qu'un désastre s'abattrait sur eux tous si elle revenait. Et puis, Kai lui a sauvé la vie. Maintenant, elle sent qu'elle mourrait sans lui. Elle a donc choisi de servir ce dieu pour toujours. Kai n'aime clairement pas cette idée, mais en voyant le ciel s'éclaircir, il se rend compte que le matin est déjà là et se précipite vers le village. En grimpant la crête, il trouve toute la tribu des Coralliens qui l'attend. Leur chef s'incline profondément, remerciant le dieu d'arbitrage pour avoir rendu justice à ceux qui les avaient opprimés. À partir de maintenant, ils se consacreront à cette divinité. Kai répète qu'il n'a rien à voir avec tout cela, mais Porik lui rappelle que leur terre natale est toujours attaquée par les orgues, et c'est pour ça que les Coralliens sont devenus nomades. Temporairement ou non, leur chef supplie le dieu de leur accorder refuge dans la vallée. Coincé dans cette discussion délicate, Kai accepte qu'ils fassent ce qu'ils veulent, tant qu'ils restent en dehors de la vallée. Sur ce, il tourne les talons, mais Porik lui demande un dernier mot. Plus tard, de retour au village des persécutés, Kai est accueilli par une José furieuse. Il est en retard pour l'entraînement. Elle lui demande des explications, mais il fait semblant d'avoir simplement trop dormi. Elle n'est pas tout à fait convaincue, alors elle commence la séance énervée et lui porte un coup sans prévenir. Il l'évite de justesse. Non loin de là, Manso et les autres garçons sont épuisés à force de labourer les champs en dehors du mur du village. C'est à ce moment-là que le seigneur Vézin apparaît, demandant où se trouve Kai. Manso lui dit que le garçon est au château, en train de gérer les provisions. Sans perdre de temps, le seigneur du territoire lance lui-même un défi à Kai, un combat d'entraînement. Après tout, le jeune homme s'était fait un nom en défendant Dame José pendant l'escarmouche au village d'Aide. Honnêtement, Kai ne voulait pas attirer l'attention, mais maintenant, même le seigneur de la région s'intéresse à lui. Maître Basco lui remet son arme et le prévient. Pas de coup bas. Même en CA de difficulté, cela risquerait de vexer inutilement le seigneur. Moloch dit qu'il a entendu les histoires. Comment Kai avait réussi à repousser une meute de singes. Maintenant, il veut voir de quoi le garçon est vraiment capable. Mais pas de panique. Le seigneur n'a aucune intention de le tuer. Kai se rappelle la dernière chose que Porik lui a dite, cacher le fait qu'il est béni.
Comme il venait tout juste d'hériter de la protection de son dieu, il serait une proie facile pour d'autres dieux tant qu'il ne maîtrisait pas encore ses pouvoirs. Avec cela en tête, Kai décide de se retenir autant que possible, réprimant sa force pour éviter que son insigne n'apparaisse, et ainsi, le duel commence. Les deux combattants croisent leurs armes au centre de l'arène improvisée. Sans attendre, Moloch lance une attaque puissante. Elle prend Kai par surprise. Il esquive, mais une rafale de coups s'ensuit, le forçant à se défendre constamment. La pression est si intense que l'insigne de Kai apparaît sur son visage. Désespéré de le cacher, il baisse la tête. Voyant le garçon affaissé et apparemment vaincu, Moloch murmure qu'il l'a clairement surestimé. Mais lorsque Kai évite le coup suivant, il remarque que la marque a disparu de son visage. Cela lui redonne juste assez de confiance pour contre-attaquer. Moloch est ravi. Il veut voir cette flamme dans les yeux du garçon. Il exige que Kai s'en serve pour hausser le niveau. Donnant l'exemple, le seigneur massif intensifie son assaut. Kai réplique rapidement avec un coup ciblant la taille de son adversaire, mais Moloch abat son bras violemment, brisant le bâton du garçon en deux. Désarmé, Kai ne recule pas. Bien au contraire. Avec ses seules mains, il attrape la jambe de Moloch, la serre si fort que l'homme laisse tomber son arme. Mais le seigneur riposte d'un coup de genou dévastateur dans l'estomac, projetant le garçon en arrière. Du sang coule du nez de Kai, visible pour tous les spectateurs. Elsa est figée de stupeur face aux blessures qu'il a subies. Au final, ce fut le coup décisif qui mit fin au combat. En sang, à genoux et complètement épuisé, Kai peine à rester debout quand Moloch éclate de rire et déclare, avec un amusement sincère, qu'il apprécie ce gamin. Puis, le soulevant lui-même, il annonce qu'à partir de demain, il s'occupera personnellement de son entraînement. Lady José n'en revenait pas que Kai ait tenu tête à son père avec autant de talent, et même Aura admit que c'était bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'un simple soldat de base. Quelques instants plus tard, Manso arriva avec toute la bande, tous en train de rigoler sur la raclée que leur ami venait de se prendre. Pendant ce temps, Elsa se rappelait le jour où Kai avait juré de devenir plus fort, et après avoir assisté à ce combat, quelque chose s'était éveillé dans son cœur. Plus tard dans la nuit, Kai sortit de son lit et courut joyeusement vers la vallée. José et Moloch accaparaient tout son temps dernièrement, et enfin, il avait un petit moment pour s'éclipser. En arrivant, il remarqua une cabane allumée et pensa tout de suite que les Coralliens étaient entrés dans la vallée sans sa permission. Mais en jetant un œil à l'intérieur, il vit Arua, vacant tranquillement à ses occupations dans la nouvelle cabane qu'elle avait construite. Elle l'avait assemblée toute seule pour son dieu, espérant qu'il en serait satisfait. Même si Kai semblait reconnaissant, il resta ferme dans sa décision de la renvoyer chez elle. Malgré cela, la jeune fille faisait tout son possible pour plaire à son dieu favori, lui offrant toute une variété de plats délicieux. Et avec son ventre qui grondait de faim, Kai n'eut pas vraiment le choix, du moins pour l'instant. Sans hésitation, il se jeta sur la nourriture et la dévora comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Quand Arua lui en proposa encore, il accepta sans réfléchir. 16 yeux tombèrent sur un plateau contenant un magnifique homard frit. Il ne pouvait pas mentir. Dans son village, il n'avait jamais aussi bien mangé. La joie sur son visage parlait d'elle-même. Le lendemain, de retour au village, Kai reçut une portion légèrement plus grande pour le déjeuner. Quelques gars râlèrent en voyant qu'il avait eu plus qu'eux, mais le cuisinier leur rappela qu'il s'était relâché au champ la dernière fois. S'il voulait plus de nourriture, il n'avait qu'à la mériter. Manso plaisanta en disant que le printemps était vraiment arrivé pour son pote, et toute l'attention que recevait Kai commençait à sérieusement l'agacer. Il ne cessait de grommeler dès qu'on se moquait de lui en public. En observant la scène, Elsa se laissa distraire et remplit accidentellement l'assiette d'un homme plus que nécessaire. Surpris, il lui demanda si elle avait des sentiments pour lui. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit autant de nourriture. Cette nuit-là, Kai retourna sur les terres qu'il était censé protéger et retrouva à nouveau Arua, marquant une autre soirée dans sa double vie. Tôt le matin, le dieu d'arbitrage s'entraînait déjà avec Lady José, et alors que la lumière du jour remplaçait les étoiles, Kai était de retour dans la vallée, aux côtés de sa compagne peu ordinaire. Les jours passèrent dans ce même rythme. Nuit après nuit, Kai travaillait sans relâche pour améliorer la vallée et ses alentours,
désormais habité par les Coralliens, qui vénéraient le dieu d'arbitrage avec un profond respect et une grande ferveur. Puis, un jour, les villageois eurent du mal à déplacer un énorme rocher qui bloquait leur chemin. Même à une douzaine de personnes, la pierre ne bougeait pas d'un pouce. C'est alors que Malak Vezin décida d'intervenir personnellement, et à la stupeur générale, il parvint à soulever et déplacer le rocher uniquement grâce à sa force brute. Par la suite, il déclara que les récoltes du village seraient encore plus abondantes, et les gens restèrent bouche bée devant sa puissance pure. Plus tard, Kai revint et tenta de redonner vie à une fleur à l'aide de sa bénédiction, mais échoua lamentablement. Frustré, il comprit à quel point il lui restait encore à apprendre. Le lendemain après-midi, Elsa travaillait joyeusement dans les champs quand Kai s'approcha et lui demanda pourquoi elle souriait autant. Elle répondit que ce n'était rien de spécial, simplement que les cultures étaient magnifiques cette année. Kai n'y avait jamais vraiment pensé, mais en y regardant de plus près, c'était à couper le souffle. Elsa expliqua que les fleurs avaient été cultivées à partir de graines qu'ils avaient rapportées de leur ancien village. Quand leur maison avait brûlé, ils avaient au moins réussi à sauver ces fleurs. Un petit fragment de beauté venant d'un lieu qui n'existait plus. Cela fit ressurgir un souvenir chez Kai. Tous deux venaient du village de Lag. Elsa le gronda d'avoir oublié quelque chose d'aussi simple, mais il se défendit en disant qu'il n'était qu'un enfant quand l'incendie avait eu lieu. Changeant de sujet, Elsa déclara qu'elle était contente qu'il reçoive plus de reconnaissance ces derniers temps, même de l'admiration de la part du chef de tribu. Kai, toujours humble, admit qu'il lui restait encore beaucoup de chemin à parcourir. Il devait devenir plus fort, surtout pour quelqu'un comme lui, sans famille. Il devait toujours faire ses preuves. Il avait certes des amis comme Manso et les autres, mais au fond de lui, Kai sentait toujours qu'il devait se battre plus fort que quiconque. Elsa lui rappela qu'il avait déjà dit quelque chose de similaire, à l'époque où il pleurait seul. C'étaient des jours sombres et difficiles dans le village de Lag. Kai était isolé, la tête baissée, entouré de désespoir. Une nuit, un singe géant avait attaqué un groupe de villageois, réclamant la terre comme son territoire, et malgré son jeune âge, Kai s'était dressé face à la créature pour tenter de la repousser. Il s'était accroché à sa jambe de toutes ses forces, les larmes coulant sur son visage, comme s'il n'avait plus rien à perdre. Alors qu'il se remémorait ce moment, une tristesse partagée assombrit leur visage. Elsa avait cru leur fin arriver, mais c'est alors que Moloch Vezin était apparu pour terrasser la bête. Dans les suites de cette scène horrible, pendant que les blessés étaient soignés par les villageois sales et affamés, Moloch se tenait debout, silencieux, au-dessus du cadavre du monstre. Kai, s'essuyant le sang du nez, avait regardé autour de lui et juré sur tout ce qui est sacré, qu'un jour, il deviendrait fort. La frustration dans son cœur était insupportable. Il avait vu les siens morts ou à peine vivants, et il ne pouvait rien faire pour changer ça. C'est ce jour-là que le garçon fit une promesse qui allait redéfinir entièrement sa vision du monde et la manière dont il vivrait à partir de ce moment-là. Le plus drôle, c'est que Kai avait presque oublié ce jour. Il en rit un peu. Quel genre de gamin fait un vœu aussi sérieux, aussi jeune? Mais Elsa, elle, s'en souvenait. Il avait protégé son peuple à cette époque-là, et il n'avait jamais changé depuis. Pendant ce temps, la nuit, le conflit territorial entre les demi-humains faisait toujours rage. Un orque lourdement armé abattit une bête simiesque avant d'être attaqué par une autre. Celle-ci, un guerrier béni. Avec la marque gravée sur le visage, le singe chargea l'orque, mais fut décapité d'un seul coup de hache. Cela fait, l'orque jeta un regard autour de lui, observant les dizaines de corps jonchant le champ de bataille. 6 subordonnés s'enflammèrent, scandant avec ferveur le nom d'un Durakin. Brandissant sa hache ensanglantée, il déclara que le destin des orques se jouait dans cette maudite vallée. Pendant ce temps, dans leur nouvel endroit préféré, Kai et Arua savouraient une nouvelle soirée paisible dans ce lieu sacré. Le lendemain, dans un entrepôt du village, le garçon ramasse un grain par terre et se demande s'il pourrait le cuisiner pour en faire des boulettes de riz. Soudain, Elsa arrive, curieuse de savoir ce qu'est une boulette de riz. Mais le garçon n'arrive pas vraiment à l'expliquer. En vérité, il n'en a jamais mangé lui-même, si tant est que ce soit un vrai aliment. Pourtant, il dit qu'il aimerait en goûter une un jour, s'il en a l'occasion. Manso arrive peu après,
en aboyant à Kai de se dépêcher d'apporter ce sac. Tout le monde travaille, et lui, il traîne. Alors, le garçon retourne au travail. On voit ensuite Moloch en train de donner des ordres. Le travail doit être terminé avant l'arrivée de l'inspecteur. Ola demande si tout cela est vraiment nécessaire après tout. Ça irait si c'était une spécialité locale de valeur, mais donner une partie du grain ne semble pas si grave. Son père explique que les réserves de nourriture du village sont presque épuisées et qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre un stock aussi crucial. Mais le fils insiste. Les villageois s'en sortiront très bien, ils sont forts. En fait, il pense que le village devrait offrir des cadeaux à la région centrale pour gagner leur faveur. Moloch, cependant, refuse de mettre en danger le bien-être de son peuple pour obtenir du pouvoir politique. Comme il le dit lui-même, les villageois sont comme ses propres enfants. Pendant ce temps, les compagnons de travail de Kai attendent nerveusement l'arrivée de l'inspecteur venu de la capitale. Ils envisagent même de cacher leur nourriture, au cas où il ne leur resterait plus rien. Non loin de là, Kai demande si cet inspecteur fait aussi partie des bénis. Manso confirme que oui, et ajoute que, selon les rumeurs, l'emblème divin de cet homme dépasse même celui de Moloch. Apparemment, ce pouvoir est utilisé pour protéger la capitale du royaume unifié, située dans la région centrale. Quelque temps plus tard, le moment tant attendu arrive. Une calèche criblée de flèches entre dans le village des persécutés. Le chef du village s'avance pour accueillir Lord Inspecteur Gandal. Avant de descendre, l'inspecteur se plaint du nombre de demi-humains dans les parages et grommelle qu'ils ont été attaqués par 10 singes, tout de même. Bien sûr, il prétend les avoir tous fait fuir lui-même. Enfin, quelqu'un ouvre la porte de la calèche. L'inspecteur en descend, affichant une expression sceptique, et demande immédiatement si José est bien cette célèbre princesse blanche du village de Lag dont tout le monde parle. Il remarque que son père doit prendre grand soin d'elle pour que sa peau soit aussi peu touchée par le soleil. José répond qu'elle se prépare à se battre si nécessaire, même si elle est une femme. Gandal rejette cela d'un revers de main, affirmant que les femmes devraient rester tranquillement à la maison et se concentrer sur le fait de devenir l'épouse d'un noble quelconque. José baisse alors la tête. Gandal leur rappelle ensuite que le village de Lag devrait prendre plus au sérieux son devoir de repousser les demi-humains. Les présentations faites, la calèche est tirée jusqu'à l'intérieur du village. Un homme masqué, vêtu de vêtements ensanglantés, marche à côté. Moloch demande s'il fait partie du groupe de l'inspecteur. L'homme enlève son masque et dit qu'il a été envoyé par le monastère de la Messe. Son nom est Nada. Sans tarder, Lord Inspecteur Gandal est conduit à l'entrepôt. Il conclut rapidement que les réserves de nourriture sont effectivement très faibles. Probablement parce que Moloch ne s'entraîne pas assez dur pour subvenir aux besoins du village. José envisage d'intervenir pour défendre son père, mais Moloch l'en empêche et se contente de présenter ses excuses. Gandal affirme alors que certains villages reculés ont caché la véritable ampleur de leur récolte. Moloch dément fermement, assurant qu'il ne ferait jamais une chose pareille. La mauvaise récolte est simplement due aux intempéries. L'inspecteur pousse un soupir et dit que, vu la situation, il va peut-être devoir rester dans le village pendant quelques jours avant de repartir. Les hôtes, qu'ils le veuillent ou non, sont forcés d'héberger l'homme et de lui offrir l'hospitalité. Plus tard, seul avec son père, José se défoule au sujet du petit morveux qui a l'audace de réclamer du luxe en logeant dans le village. Elle bouillonne en repensant à ceux qu'il a dit sur les femmes qui devraient rester tranquilles à la maison. Moloch lui rappelle doucement de ne pas parler ainsi de Lord Gandal. Il représente le roi, où qu'il se trouve. Qu'il l'accepte ou non, le village de Lag fait partie du royaume unifié et ils ont des devoirs envers la couronne. Dans les terres agricoles clairsemées du village de Lag, le moine Nada utilise ses pouvoirs pour aider les cultures. Kai s'approche de lui, reconnaissant pour son aide. Pendant qu'ils discutent, Kai fait remarquer que l'intérieur de la robe de Nada est taché. Le moine semble surpris. Il ne s'en était pas rendu compte, mais il n'en donne pas la raison. À la place, il aborde un autre sujet. Il sait que Kai est le garçon devenu puissant après avoir mangé un tas de pierres divines, et à ce titre, dit-il, ils sont pareils. Au monastère, Nada consomme lui aussi des pierres divines dans le cadre de son entraînement. Il révèle ensuite sa marque gravée sur le visage, mais précise qu'elle ne lui a été accordée par aucun dieu. Selon lui, les marques divines peuvent être obtenues simplement par un entraînement intensif et en consommant suffisamment de pierres divines. En parlant du divin,
Gandalf exige d'être traité comme un dieu dans le village. Il se fait servir un somptueux festin rien que pour lui. Alors même que le village souffre d'une grave pénurie alimentaire, un repas que même les villageois n'oseraient pas imaginer déguster. Gandalf, bien sûr, se considère digne de ce confort particulier et prend un malin plaisir à manger juste devant les serviteurs. Pendant ce temps, lors du maigre repas des villageois, 3 amis râlent parce qu'ils doivent manger moins à cause de ce foutu glouton à la tête de grenouille. Au même moment, Moloch apprend de Nada qu'un groupe d'orques, plus nombreux qu'à l'accoutumée, approche de la région. Cependant, le moine ne pense pas qu'il s'agisse d'une invasion. Il croit plutôt qu'ils viennent pour une raison inconnue. Il prévoit de mener l'enquête lui-même, mais admet ne pas bien connaître cette région reculée. Il demande donc l'aide du chef tribal. Moloch accepte d'affecter quelques personnes pour accompagner le moine du monastère de la Messe. Cette nuit-là, Kai retourne dans la vallée. Alu le supplie de rester plus longtemps qu'à l'habitude, mais Kai lui rappelle qu'il a été chargé d'enquêter aux côtés d'un moine étranger. La jeune fille sent tristement que son dieu ne reviendra peut-être jamais en ces lieux. Mais il lui rappelle doucement que les bénis ont un devoir envers la terre, et que ce devoir signifie qu'il doit revenir pour protéger cette vallée. Après cela, Kai rend visite à Porak, qui pense que la nouvelle bande d'orques qui rôde dans la région est à la recherche d'autres alliés battus ici même par le dieu de l'arbitrage. Le chef des chorales s'inquiète de ces mouvements hostiles autour de la vallée, mais Kai l'assure qu'il est prêt à agir si la situation l'exige. À l'aube du jour suivant, alors que Gandalf dort comme un bébé, l'équipe d'enquête quitte le village pour accomplir sa mission. Depuis le haut des remparts, Allah questionne la décision de son père d'envoyer José dans l'expédition. Le chef du village admet que cette tâche devait revenir à son fils, mais pour l'instant, la priorité est de retrouver les singes qui ont attaqué l'inspecteur. D'ailleurs, Kai est avec eux, donc tout devrait bien se passer. En réalité, Elsa rattrape le béni juste au moment où il quitte le village, le surprenant avec un cadeau, des boulettes de riz. Elle a essayé de recréer ce qu'elle avait compris du plat dont ils avaient parlé l'autre jour, en faisant cuire un peu de blé et en le façonnant en boules rondes. Dès que Kai reçoit la nourriture, il pense immédiatement à sa mère, bien que cela fasse des années qu'il n'ait pas pensé à elle. De retour avec le groupe, il remarque que le riz devrait être plus blanc, et que peut-être les grains sont censés être enveloppés dans quelque chose de noir. Plus loin sur la route, après une marche, le groupe fait une pause. Pendant que Nada étudie la carte de la région pour s'orienter, Jose demande à Kai s'il est d'accord avec l'avis de l'inspecteur Gandalf, selon lequel les femmes devraient être soumises. Mais comme le garçon ne semble clairement pas comprendre de quoi elle parle, elle abandonne le sujet. C'est alors qu'un des éclaireurs revient pour rapporter une scène macabre, un affrontement sanglant entre des singes et des orques qui s'est terminé par un tas de cadavres. Nada suppose que les orques qu'ils poursuivent ont dû combattre ce groupe précis de singes. Un homme de Lagu fait remarquer qu'il y a beaucoup plus de cadavres de singes que d'orques, ce qui suggère un net déséquilibre de puissance entre les factions. Le moine ajoute que les orques pourraient représenter une menace bien plus grande s'ils sont dirigés par une personne puissante. Kai ne comprend pas vraiment ce que C.S. Cochon recherche, mais José se souvient de ce que Lord Nada a dit à son père lors de la réunion d'hier, qu'il poursuit la même chose que ceux que cherchent les orques. C'est alors que le moine lui-même intervient pour révéler qu'il existe une prophétie annonçant l'apparition d'un dieu puissant dans cette terre lointaine, un dieu qu'on ne peut pas ignorer. La mission du moine est d'enquêter sur les orques afin de découvrir ce dieu et son tombeau, car l'espèce qui mettra la main sur cette entité obtiendra un pouvoir immense. Un tel pouvoir ne doit surtout pas tomber entre les mains des demi-humains. De plus, l'envoyé de la messe a reçu pour tâche d'ajouter ce dieu au panthéon du royaume unifié. Kai demande de quel genre de dieu il s'agit, et Nada se remémore alors ce que le grand prêtre de son monastère avait dit au sujet de la prophétie. Kai se demande si ce dieu éveillé pourrait être le même que le dieu de la vallée, car si c'est le Kea, alors ce moine est en réalité en train de le chercher lui. Mais mettant cette pensée de côté, il remarque que ces orques sont bien plus puissants que ceux qu'il a affrontés dans la vallée. Plus tard, l'expédition tombe sur une vallée qui semble avoir été attaquée par les orques, à en juger par les dégâts infligés aux structures. Il s'approche de la tribu pour évaluer la situation de plus près et repère plusieurs Yusel morts. Cette race était connue pour être incroyablement pacifique. Pire encore, leurs cornes ont été coupées. Kai repère une hache d'orque tachée de sang non loin.
ce qui pousse le groupe à se mettre en état d'alerte maximale. Un des soldats suggère de battre en retraite, mais Dame José refuse d'abandonner d'éventuels survivants qui pourraient se cacher des envahisseurs. Nada décide alors de rester sur place pour enquêter seule sur le village, tandis que le reste de l'équipe part à la recherche de survivants. Manso envoie Kai pour accompagner le moine. Du côté de l'équipe de José, ils ne trouvent pas le moindre Yuzel vivant. Ils atteignent une partie du village qui n'a pas été détruite, ce qui leur paraît étrange. Si les orques étaient responsables, ils n'auraient probablement rien laissé debout. José aperçoit du sang sur le sol et suppose qu'un villageois blessé a pu se réfugier dans l'une des maisons. Pendant ce temps, Kai et Nada poursuivent leur enquête dans la structure centrale du village. Le moine lance un sort de feu, expliquant que les orques craignent les flammes. Peu après, il tombe sur une pierre tombale. Revenons à José. Elle tente de faire sortir un éventuel survivant d'une des maisons. La porte grince lentement en s'ouvrant et un orque mort s'effondre à l'extérieur. Nada explique qu'il s'agit de la tombe du dieu de la terre du village. N'étant pas un béni, il ne peut pas lire l'inscription, mais heureusement, il a un livre pour l'aider à la traduire. Selon le texte, le nom du dieu est Nazal Kazil. En faisant le tour de la pierre tombale, Kai découvre une femme Yucel, morte, et la ramène au reste du groupe, où d'autres corps ont été rassemblés, y compris 3 orques tombés qui ont également été découverts. Comme le village n'a pas été complètement détruit, Lord Nada doute qu'ils aient été attaqués par la force principale des orques. À en juger par la tenue de la femme, elle pourrait avoir été la dame bénie de son peuple. Kai fait remarquer que Dame José est elle aussi une femme bénie, bien qu'il soit rare qu'une dame détienne un tel titre dans Cester. Nada conclut que la blessure mortelle de la femme Yuzel a été infligée par une hache d'orque. Kalik s'exclame qu'une femme, même une bénie, n'aurait eu aucune chance face à une brute pareille. José est visiblement irrité par ce commentaire. Cependant, lorsque le moine examine l'épée récupérée auprès de la femme, il réalise que les blessures sur tous les orques morts ont été causées par elle. José est stupéfaite que la femme bénie ait réussi à vaincre ses ennemis toute seule. Nada fait remarquer que les cornes des Yucel se vendent à très bon prix et que c'est probablement ce que les envahisseurs recherchaient vraiment. Selon lui, les Yucel retrouvés morts avaient été attaqués en premier et la femme âgée avait entendu leurs cris avant de se précipiter pour les aider. Ne supportant pas l'idée que le sang de son peuple soit encore versé, elle s'est dressée comme un bouclier pour permettre aux autres de fuir. C'est la raison pour laquelle il ne reste plus personne dans ce village. Même ainsi, Kalik insiste sur le fait qu'elle a agi de manière irréfléchie. La différence de force physique et de capacité au combat entre les orques et les Yucel est immense. Même José pense que la chef aurait dû savoir qu'elle n'avait aucune chance. Mais Nada rétorque qu'elle a surmonté cette différence par amour pour son peuple. Et pour lui, c'est exactement le genre de qualité que tout béni devrait posséder. Selon Kai, être vraiment béni signifie ne jamais reculer devant un ennemi, peu importe sa puissance. En entendant cela, Kalik se sentit honteux et présenta ses excuses pour ses paroles, tandis que José était visiblement ému par l'idée qu'un jour, elle pourrait devenir quelqu'un comme l'aîné des Yucel. Après avoir enterré les villageois tombés avec dignité, le moine note que la chef de la tribu ne possédait pas de pierre divine. Cela signifie probablement que sa bénédiction avait déjà été transmise à quelqu'un d'autre. Pourtant, son dieu de la terre n'était pas lié à celui que le moine cherchait. À tout le moins, Nada comprit que le groupe principal des orques se trouvait ailleurs. En observant la carte, il indiqua que depuis le champ de bataille où les singes et les orques s'étaient affrontés, la piste se divisait en 2. L'un des chemins menait à ce village, où des orques déserteurs du bataillon avaient fait irruption. Cela signifiait que la force principale avait emprunté l'autre voie, celle qui traversait la forêt, là où se trouvait probablement la stèle du dieu. Dès qu'il comprit que l'émissaire de la messe parlait de la vallée, Kai se porta immédiatement volontaire pour ouvrir la voie. Si cela pouvait permettre d'aider les chorales plus rapidement, il n'hésiterait pas un instant. Justement, Polek venait d'être informé par Ketchak de l'approche des orques. Alors, malgré son âge, il décida de rassembler quelques hommes afin d'évaluer le danger de plus près. Il était peut-être vieux, mais il refusait de rester les bras croisés pendant que son peuple était menacé. Pendant ce temps, Kai fonçait à toute vitesse en direction de la vallée.